Pas un jour sans catastrophe, scandale ou, au contraire, victoire de Trump. Sa cote de popularité semble remonter, tout simplement parce que le peuple a vu que l'administration arrêtait de s'occuper de l'Ukraine, d'envoyer de l'argent à l'étranger, et qu'elle commençait à travailler sérieusement sur la baisse des prix et l'amélioration du niveau de vie aux États-Unis. Je vais aborder quelques sujets importants dans une vidéo qui sortira un peu plus tard. Et aujourd'hui, je vais vous parler des problèmes d'Hillary et Bill à cause de leur lien avec Epstein et de quelques autres affaires, disons-le franchement, pas tout à fait légales, auxquelles ils se sont livrés. Eh bien, je vais aussi parler des projets de Maria Karina Magado. Je ne sais pas où mettre l'accent. Peut-être Magado, peut-être Magado. C'est un lauréat du prix Nobel, un Mexicain, et donc aussi ses ambitions présidentielles au Venezuela. Eh bien, je vais aussi parler des problèmes, respectivement, du Parti démocrate, qui sont apparus à cause de cette stupidité qu'ils ont causée avec Epstein. Voilà donc, mais je vais quand même commencer par le fait que, apparemment, le plan de prise de contrôle du Venezuela a été approuvé. Et même, de plus, il a commencé à être mis en œuvre, disons-le ainsi, oui. Maduro a expulsé vers les États-Unis des prisonniers et des personnes internées dans des asiles, et ils sont maintenant renvoyés, et il semble que cela se passe en même temps que le nouveau président de ce pays, qui a vidé ses prisons. Dans notre pays, ils ont envoyé des personnes de leurs hôpitaux psychiatriques chez nous, et nous les expulsons. Maduro fait entrer aux États-Unis des tonnes de cocaïne, d'héroïne et de fentanyl. Ma famille, nous sommes désespérés parce que c'est arrivé si vite. Elle fait partie des 260 000 Vénézuéliens qui vivent et travaillent aux États-Unis sous le statut de protection temporaire. Mais vendredi, à minuit, ils deviendront des sans-papiers. Le statut temporaire de réfugié a pris fin le 5 novembre. À partir de ce moment-là, les Vénézuéliens n'ont plus le droit légal de résider, de travailler ou d'étudier sur le territoire des États-Unis, ils doivent rentrer chez eux. Parce que désormais, les États-Unis n'ont plus la possibilité de nourrir, d'abreuver, de soigner, de payer le logement, d'éduquer et de divertir tout le monde. S'ils étaient entêtés seuls, ce serait différent, mais ils sont des millions, je ne parle pas seulement des Vénézuéliens dans la même situation ou sans statut que nous nourrissons, abreuvons et divertissons aussi. Oui, parce que nous ne pouvons quand même pas ne pas donner aux gens au moins un peu d'argent pour des vêtements, des cigarettes, de l'essence et la télévision par câble. Eh bien, comment pourrait-on faire sans cela ? Oui, nous ne sommes pas des bêtes, mais l'argent est sans fini, les gars. L'argent est fini depuis longtemps. 38 trillions et ce n'est pas assez pour les citoyens américains dont nous devons nous occuper en priorité. D'ailleurs, je trouve ça très intéressant parce qu'il y a environ 6 mois ou 1 an, j'avais fait un commentaire du genre « l'argent est fini ». Et donc on a commencé à m'écrire. D'ailleurs, c'était des gens de Russie, d'Ukraine, de tous les pays qui reçoivent de l'argent pour ça. Oui, donc maintenant vous êtes devenus radins, vous êtes complètement fous, vous n'allez plus aider, et ainsi de suite. Mais en fait, nous sommes avant tout obligés de nous occuper de nos propres sujets, de nos citoyens. Bien sûr, d'un autre côté, c'est dommage pour ces gens, les envoyer dans des conditions inhumaines. Les narco-États et d'autres pays latins, donc, mais les autres pays latins ne veulent pas les accepter, ils ne sont pas d'accord. Eh bien, la seule solution à ce problème est de changer le régime au Venezuela. Imaginons que nous avons poussé Maduro à quitter le pays, donc, eh bien, nous lui avons donné la possibilité de partir. Alors, si Maduro se rend, où ira-t-il? Dans quel pays va-t-il s'enfuir? Certains disent qu'il ira au Moyen-Orient, d'autres disent en Russie. Mais vous savez, personne ne dit que Nicolás Maduro n'a pas besoin d'aller nulle part s'il dissout simplement le cartel qu'il est censé diriger et qui contrôle tout son pays. Mais voyez-vous, le fait est qu'on affirme non seulement que Nicolás Maduro est le chef du cartel de Los Soles, et ainsi de suite. Nicolás Maduro est le leader. Selon un message publié sur Facebook par le comté de Kauai, 44 personnes ont été arrêtées à la suite de 6 perquisitions fédérales menées dans plusieurs maisons et une entreprise sur l'île de Sada.
Le comté de Kauai indique que parmi les personnes arrêtées se trouvaient 2 présumés complices de l'organisation terroriste étrangère Trendes Aragua, basée au Venezuela. Comment sont-ils venus à Hawaï et comment s'intègrent-ils à une organisation avec d'autres personnes? C'est tellement loin du Venezuela. Bien sûr, la grande majorité des citoyens vénézuéliens aux États-Unis ne sont pas venus ici pour devenir membres de gangs ou criminels, mais à cause du manque de contrôle adéquat à la frontière sud des États-Unis. Les criminels ont profité de la situation et se sont infiltrés partout dans notre pays, comme nous continuons de le découvrir. Le président en parle calmement et justement. Le Venezuela s'est très mal comporté à un autre égard aussi, probablement pire que la plupart, mais beaucoup d'autres font la même chose. Ils vidaient leurs prisons en envoyant ces gens dans notre pays. Ils nous envoyèrent des personnes que nous ne voulons pas. Ils nous envoyèrent des gens de leurs hôpitaux psychiatriques et nous les expulsons. Le président a raison. Le Venezuela n'a pas été très amical envers les États-Unis. Et vous savez quoi? Il était grand temps de faire quelque chose à ce sujet. Puisque ce pays a permis à des criminels de pénétrer dans notre pays avec ses propres citoyens, dont la vie a été détruite par ces mêmes criminels. Une situation terrible, mais maintenant tout a changé. Les tendances d'Aragua et le gouvernement vénézuélien sont au bord de l'effondrement, et des rumeurs circulent selon lesquelles Maduro s'enfuira soudainement du pays et disparaîtra, laissant Paris derrière lui. Les ruines d'un pays qui, pendant des décennies, était inaccessible à son propre peuple. Pourquoi parle-t-on de la fuite de Maduro? A-t-il vraiment peur de l'Amérique ou craint-il davantage les siens? Il a été confirmé que Maduro a cherché au cours de la dernière semaine et demie à peut-être laisser entendre son départ, ainsi que celui de ses proches. Peut-être de sa famille la plus proche et peut-être de certains hauts responsables proches de son entourage. Est-ce vrai ou non? En réalité, c'est le but de toute cette situation. Le but est de le pousser à prendre cette décision lui-même ou que son cercle de conseillers lui dise « Il est temps pour toi de partir ». Sauver sa peau, c'est le premier instinct de tout tyran et bandit. Ils tuent et mutilent tellement de leurs propres concitoyens lorsqu'ils sont au pouvoir que l'idée de s'inquiéter pour ces mêmes concitoyens lorsqu'ils sont attaqués ou qu'il leur arrive quelque chose ne leur vient même pas à l'esprit. Les tyrans sont souvent prêts à marcher dans le sang, peu importe qu'il s'agisse de leurs victimes ou d'autres. Mais avec un ciel du pays complètement fermé, cette nation, qui possède un potentiel illimité grâce à ses vastes ressources naturelles comme le pétrole, est désormais, en fait, gelée. Un pays ne peut pas fonctionner si ses voies navigables sont fermées et son espace aérien est fermé. Et tout le pays est, en fait, en suspens. Les criminels peuvent y rester ici, mais ils seront surveillés par les moyens de surveillance américains en mer et dans les airs. Ne leur laissant d'autre choix que la reddition, je suis surpris qu'ils ne l'aient pas encore fait. Vous en doutez? Mais de toute façon, Maduro partira et bientôt? Je ne vois pas comment il tiendrait le coup. C'est-à-dire, je pense qu'il envisage aussi l'idée du Venezuela. Son régime a-t-il encore des leviers? Le principal atout, peut-être, et bien sûr, cela sera lié au pétrole, m'en est-ce pas, c'est leur principale ressource. Le régime de Maduro et celui de Chavez avant lui, vous savez, ils ont mené ce pays à la ruine. Et donc, vous savez, il y a une possibilité qu'ils puissent jouer cette carte et la présenter comme une sorte de marché. Je n'y crois pas une seconde, c'est une dictature socialiste, et regardez, qui va les croire? Ils ont nationalisé l'industrie pétrolière en 1976. Cette action a placé 21 compagnies pétrolières et 17 entreprises associées, y compris les filiales d'Exxon, Shell et Mobil, sous contrôle de l'État. Ils ont volé des entreprises privées et les ont tout simplement saisies. Eh bien, personne ne les croira s'ils disent « Oui, venez, apportez votre entreprise et on trouvera une solution ». On ne peut pas faire confiance à ces gars-là, ils n'ont aucune influence. J'ai toujours trouvé étrange d'entendre que les États-Unis veulent développer, s'emparer, disons, du pétrole russe ou obtenir du pétrole vénézuélien. Oui, c'est ce que nous voulons. Bien sûr, oui, si c'est à un bon prix et avec des contrats à long terme pour que rien ne fluctue. Mais aller à Tiumen ou au Kamtchatka pour forer, puis transporter à travers la taïga, eh bien, ce n'est pas très clair. Pourquoi en aurions-nous besoin alors que nous avons plus de pétrole que la Russie, l'Iran et le Venezuela réunis?
Ce que vous voyez ici, c'est une démonstration de force, une présence militaire qui n'est pas là pour détruire des vedettes, mais pour montrer à Maduro qu'il est dans son intérêt de partir volontairement. Monsieur le Président, je suppose que vous avez décidé que le changement de régime est nécessaire et il est important que nos téléspectateurs le sachent. En 1989, le président George Bush père a organisé un changement de régime à Panama où il a été accusé, mais dans ce pays, cela a été considéré comme totalement justifié en l'écartant physiquement du pouvoir par une intervention militaire pour un changement de régime en 1994. Quelques années plus tard, le président Clinton a fait de même, nous aussi. Dans le cas d'Haïti, lorsque le dictateur militaire a renversé le président démocratiquement élu, la mission consistait à rétablir au pouvoir ce président démocratiquement élu, Aristide. Les présidents ont... Nous avions donc un précédent dans notre hémisphère, dans notre sphère d'influence, qui n'a pas dégénéré en confrontation comme en Irak. Des guerres éternelles, si l'on peut dire ainsi. Le président George Bush père, le président Clinton et maintenant, peut-être, le président Trump. La même chose peut arriver ici. Et il y a quelque chose que tout le monde oublie. Et qui a reçu le prix Nobel de la paix? Qui était-ce? C'était le leader de l'opposition vénézuélienne. Et nous devons penser que ce prétendu chef du cartel Maduro est mieux placé pour ruiner son pays que le lauréat du prix Nobel de la paix pour le reconstruire, l'améliorer, apporter la prospérité et la paix à ce peuple. Pensons-nous vraiment qu'elle serait pire que Nicolás Maduro si elle venait former un nouveau gouvernement ou le dirigeait d'une manière ou d'une autre? Absolument pas. Pourtant, les progressistes et les socialistes en Amérique... Trump est horrible. Il n'y a aucune preuve que le Venezuela soit un endroit horrible. Il traite cette personne de dictateur, mais ce n'est pas le cas. Franchement, ces gens, je ne sais pas. Quoi? Il fait une vaste campagne, mobilise navires, avions et autres moyens contre Maduro. Mais elle est bien plus large, et je salue ses efforts. Nous avons réfléchi à cela pendant des années, et peu de choses ont été faites. Non. Je pense que tu as tout à fait raison. Et ici, évidemment, nous voulons que Maduro parte volontairement, mais le président a beaucoup d'options. Et bien sûr, Maduro sait parfaitement quelles sont ses options. La plupart de ce qui se passe ici dépend probablement plus de Maduro que de toute autre personne. Donc, comme nous l'a expliqué le général Klein Bush, l'aîné est entré au Panama, a arrêté, respectivement, les dirigeants du pays et a mis en place le gouvernement américain. Clinton a fait la même chose en Haïti. Et Maduro sait parfaitement que l'armada de la marine américaine rassemblée au large de son pays n'est pas là pour tirer sur des bateaux à moteur. Peut-être qu'il pense que non, mais il n'est pas idiot, n'importe qui, mais pas moi, je ne suis pas idiot. Donc l'armada ne partira pas tant que le problème ne sera pas résolu, et il faut simplement déterminer quel est ce problème et comprendre ce que nous allons résoudre. Le problème est très simple. Je veux dire que le Venezuela est un État indépendant et souverain, qu'ils ont le droit de rejoindre n'importe quelle alliance. Eh bien, s'ils veulent coopérer avec la Chine, la Russie, l'Iran, ils peuvent déployer n'importe quelle arme sur leur territoire, les rapprocher de la frontière américaine. Nous n'avons pas de frontière, mais aussi près que possible. Amener chez eux par bateau des prisonniers et des personnes atteintes de troubles mentaux. Le Venezuela a le droit de fabriquer des stupéfiants en n'importe quelle quantité, ce n'est pas notre affaire de les vendre à qui que ce soit, et il n'est pas responsable de l'endroit où ils sont ensuite transportés. Mais il existe une telle loi qu'on appelle la loi du plus fort. Non loin de là, il n'y a pas de frontières, mais il y a les États-Unis qui sont environ 100 à 300 fois plus puissants que le Venezuela et les États-Unis. Ils n'aiment pas ce qui se passe de l'autre côté du Golfe, de l'océan, de la mer. Auparavant, ils n'aimaient ce qui se passait au Panama, en Haïti, aimaient. Et ainsi de suite. Donc les États-Unis, s'appuyant sur leur loi du plus fort, ils ont envoyé leurs flottes marines et missiles vers le Venezuela. Et ils disent... Dégage donc, dégage président que nous n'aimons pas, va où tu veux, sinon on va te descendre, toi et toute ta famille, avec des missiles et on mettra au pouvoir quelqu'un qui nous plaît davantage.
Comme on l'a déjà dit, d'ailleurs, en Ukraine aussi, souvenez-vous, donc comment ils ont chassé donc le président élu légalement, et comme ils l'ont dit au Mexique, et comme ils l'ont dit au Canada. Et peu importe que nous pensions que c'est bien qu'ils aient dit cela, ce qui est important, c'est que le seul droit que nous avions, c'était le droit du plus fort, ou plutôt, je me suis trompé, j'ai mal dit, c'était le droit du très fort. Et maintenant, écoutons Joe Biden, oui, ce même Joe Biden qui, avant de s'allier avec Obama, chantait une toute autre chanson. Le problème est que les propositions du président manquent d'ambition pour résoudre ce problème. Nous pensons qu'il faut faire plus pour arrêter le flux de drogue à travers nos frontières. Et nous pensons qu'il faut aller encore plus loin. Allons traquer les barons de la drogue là où ils se cachent, avec une task force internationale. Ces narcoterroristes ne doivent avoir aucun refuge sûr, et ils doivent le savoir. Nous devons condamner les dealers à de très longues peines, et nous devons attaquer la source même d'où proviennent les drogues. Et nous devons le faire non pas par étapes, mais tout d'un coup. Et nous devons le faire maintenant. Et il n'y a aucune raison pour laquelle nous ne pouvons pas le faire. Nous avons les connaissances. C'était oui, Joe Biden. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle, il n'y a aucune intelligence là-dedans. Mais à l'époque où les membres du Parti démocrate pouvaient encore dire des choses sensées, c'est-à-dire quand ils étaient guidés, disons, plus ou moins par le bon sens et non par la discipline du parti, c'était très intéressant. Trump choisira, mais comment Maduro choisira-t-il ? Donc fuir, se défendre, tirer, se cacher dans un bunker, faire la même chose que Saddam Hussein a faite en Irak. Il s'est caché dans un trou 3 jours. Je lui conseillerais de fuir tant qu'il le peut, mais il y a une possibilité que, là où il s'enfuira, il soit éliminé par les siens. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y a une raison pour ça. Eh bien, la nouvelle présidente du Venezuela, María Corina Machado, sait exactement qui peut la mettre sur le trône, et c'est pourquoi elle reçoit le prix Nobel. Elle a dit qu'elle l'a dédié à qui ? À Donald J. Trump. Nous, le peuple vénézuélien, sommes profondément reconnaissants au président Trump pour la façon dont il a soutenu la démocratie et la liberté dans les deux Amériques. Elle a dédié le prix Nobel, comme elle l'a dit, à une personne qui le méritait bien plus qu'elle-même. Merci. Il semble que nous soyons dans le dernier, enfin l'avant-dernier chapitre du Venezuela. Dans le fief des narcotrafiquants socialistes, nous sommes des asiles de fous et nous nous rapprochons du premier chapitre du Venezuela. L'autre partie des États-Unis. Une partie de la zone d'influence des États-Unis selon la nouvelle doctrine de Trump. Quand vont-ils enfin emprisonner Bill et Hillary? Hill, Bill, Bill, Hilla. J'entends cela très très souvent et depuis très longtemps déjà. Messieurs, j'aimerais vraiment que ce soit le cas, mais ce n'est pas si simple. Cela signifie donc que les Clinton avaient toute une équipe. Je me base uniquement sur des rumeurs, des histoires et des notes, comme on dit. Je ne peux pas le confirmer moi-même, mais il y avait toute une équipe qui effaçait toute information liant les Clinton à quoi que ce soit qui existait. Eh bien, disons, pas vraiment flatteur. Là-bas, oui, 84 personnes se sont un peu suicidées ou sont mortes dans des circonstances très étranges. Ils allaient tous soit au tribunal, soit étaient un témoin, soit écrivaient en quelque chose sur les crimes de ce couple vedette. On dirait qu'ils ont nettoyé tout le monde. Toutes et tous, mais quelque part dans les recoins et là, sur Internet, il semble que quelque chose ait quand même survécu. Il ne manquait que la volonté politique, et maintenant elle semble être là, je l'ai regretté, a déclaré Trump. Donc après le premier mandat et en entrant déjà dans le second, il a dit « Eh bien, tout de même, la femme du président, oui, eh bien, a-t-il poursuivi ?» Ils ont dépassé toutes les limites. Quelque chose d'inquiétant est apparu dans les dossiers d'Epstein.
Une affirmation liée à Hillary Clinton et à l'un de ses anciens collaborateurs, Vince Foster. Oh, c'était mon meilleur ami Barbara. Il était collègue, partenaire et il me manque énormément. Selon des rumeurs qui circulent, Epstein aurait prétendu qu'Hillary Clinton entretenait une relation avec Foster. Vince Foster n'était pas un simple employé. Il a rejoint l'administration grâce à Bill et Hillary Clinton et était un ami proche de Bill Clinton. Peu de temps après ces événements, Foster a été retrouvé mort. Officiellement, il s'agissait d'un suicide. À la une, le suicide présumé de l'avocat de la Maison-Blanche, Vince Foster, retrouvé mort hier. C'est là que les questions commencent à se poser. Si l'on regarde de plus près, des dizaines de personnes, certains estiment leur nombre à 40 ou 50, étaient d'une manière ou d'une autre liés à des cercles politiques influents, et leurs morts ont également été considérées comme des suicides. Ce fait pousse les gens à réfléchir. Dans le même temps, l'administration de Clinton a été confrontée à un grand scandale, connu sous le nom de Travelgate. Plusieurs employés ont été licenciés, et les critiques affirmaient que cela avait été fait pour faire de la place à des amis. Vince Foster, selon les rapports, subissait une forte pression et une surveillance intense à cette époque. Sa mort a officiellement été attribuée à la dépression. Maintenant que les dossiers d'Epstein refont surface et que son nom est mentionné, les gens réexaminent l'affaire et se posent de nouvelles questions. Et qu'en est-il d'Epstein? Eh bien, quel est le problème? Avez-vous des commentaires? Des accusations présumées de lien avec Jeffrey Epstein? Non. Je pense que les preuves sont évidentes. Il a raison, les preuves sont là. En pleine figure, sur la tête et le front. Allons-nous voir Bill et Hillary Clinton témoigner sur leur lien avec le criminel sexuel condamné Jeffrey Epstein? On leur a ordonné de le faire. Le comité de surveillance de la Chambre a assigné les Clinton et d'autres démocrates en août, mais ils ont refusé de se présenter. Le comité menace désormais de les déclarer en outrage au Congrès s'ils ne témoignent pas en personne. Bill Clinton est convoqué le 17 décembre, Hillary le 18 Hillarian. Ce matin, à 18 minutes après l'heure, en direct de Capitol Hill et les actualités. Concernant l'affaire Jeffrey Epstein, un juge fédéral a ordonné à l'administration Trump de décrire tous les documents qu'elle prévoit de publier sur Jeffrey Epstein, criminel sexuel condamné. Cela est fait pour protéger ses victimes. Dans une déclaration sensationnelle à Washington, la procureure générale Pam Bondi a ouvert une vaste enquête du ministère de la Justice sur l'ancien président Bill Clinton et d'autres démocrates en raison de leurs liens présumés avec le trafiquant Jeffrey Epstein. Ce n'est pas une manœuvre politique. Enquête criminelle fédérale menée par un des procureurs les plus influents d'Amérique visant des figures majeures de l'establishment démocrate. Le 14 novembre 2025, Bondi a annoncé que Jay Clayton, procureur du district sud de New York, mènerait l'enquête sur les liens troublants entre Epstein et des personnalités influentes du Parti démocrate. Clayton, l'un des procureurs les plus compétents et fiables du pays, dispose désormais de toutes les ressources du ministère de la Justice pour déterminer qui savait quoi, quand et quels crimes ont pu être commis. L'enquête a commencé après la publication de lettres dévoilant des détails sur la relation entre Bill Clinton et Epstein. Cela inclut de longs séjours sur son île privée, de nombreux vols à bord du tristement célèbre Lolita Express, ainsi que des messages indiquant que Clinton était au courant des activités criminelles d'Epstein avec des mineurs. Les courriels impliquent aussi le magnate Reid Hoffman, l'ex-ministre Larry Summers et John Pierpont Morgan Chase. Dans ce que le président Trump qualifie de l'un des plus grands étouffements de l'histoire américaine, voici ce qui rend cette histoire absolument explosive. L'enquête résulte d'une tentative des démocrates de la Chambre de nuire à Trump en divulguant des courriels d'Epstein de façon sélective. Leur stratégie a totalement échoué. Les courriels publiés pour nuire à Trump révélaient en fait des informations plus compromettantes sur les démocrates, surtout Bill Clinton. Aujourd'hui, ces démocrates sont visés par une enquête fédérale pour les crimes qu'ils accusaient leurs adversaires d'avoir commis. Toute l'histoire, comme le scandale Epstein, a rattrapé Bill Clinton. Pourquoi le ministère de la Justice lance-t-il une enquête maintenant? Quels crimes sont visés et que cela implique-t-il pour l'avenir du Parti démocrate? Donald Trump ne voulait vraiment pas exposer ceux qui avaient dévoyagé vers l'île des plaisirs d'Epstein, que les locaux avaient en surnommé l'île des pédophiles.
Probablement parce que, justement, Donald Trump ne voulait pas rendre cela public, car il y avait beaucoup de gens qui n'y étaient allés qu'une seule fois. Peut-être qu'une seule visite ne voulait rien dire. Cependant, quand c'était la 2e, la 3e, la 16e fois, cela signifiait déjà quelque chose, mais même en y allant une seule fois, la personne était automatiquement considérée comme un pédophile. Et sans même parler de la loi, ce serait un coup dur pour toute sa vie, en réalité pour sa famille, ses enfants, sa réputation. Mais les démocrates cherchaient simplement la confrontation, pensant que Trump ne publiait pas parce qu'il y avait lui-même et ses copains. Alors que les gens de Biden ont eu ces documents pendant 4 ans, ils les ont cherchés et n'ont rien trouvé. Mais vous savez, et si les démocrates commençaient aussi à exiger la divulgation des noms et publier certaines informations qui semblaient indiquer un lien entre Trump et des pédophiles? Voilà, ils ont reçu leur propre boomerang en retour, vous le vouliez tellement, alors prenez-le. L'ancien ministre des Finances américain sous Obama a été contraint de quitter Harvard avec honte. Les Clinton tous les deux parce que apparemment ils ont tous les deux profité des filles d'Epstein. Et maintenant, les 17 et 18 décembre, ils doivent se présenter devant le Congrès pour des interrogatoires. On va voir de quelle maladie va souffrir Hillary et comment Bill va faire semblant d'être malade. Ils sont des maîtres dans ce domaine. Peut-être qu'au contraire, il tombera malade et elle fera semblant, donc ce ne sera plus Vanku, mais Manku. Oui, mais dans tous les cas, les 17 et 18 décembre, retenez ces dates, il se passera quelque chose ce jour-là, peut-être quelque chose d'ordinaire. Nous ne pouvons pas venir, parce que, ou peut-être qu'ils viendront quand même. Et alors, prenez des graines de tournesol ou du pop-corn devant la télé, ce que vous aimez, au revoir.